Et début de tournage, allez savoir, Louis XIV, le roi le plus connu et méconnu des Français. Et salut accompagnés, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Comme vous l'aurez compris avec le titre, nous allons parler d'un des rois les plus connus des Français, Louis XIV. Le plus connu et méconnu des Français. C'est-à-dire tout simplement parce que nous avons beaucoup d'idées reçues concernant le roi Soleil. Ah non, mais c'est parce qu'il illuminait la place, du coup ça pouvait paraître trompeur. Plus sérieusement, nous avons tous l'impression de connaître ce roi, mais au final, j'ai quand même l'impression que les Français connaissent pas grand-chose de vrai sur lui. En même temps, il a passé son temps à faire du jeu de paume à Versailles et ses courtisans, courtisanes, gollum dans la cassa, et puis tout ça à côté, un prix incommensurable pour cette folie royale. Un roi qui a fait un peu de la communication et puis qui a surtout bien chié devant ses ministres et surtout sur le peuple. Et voilà un parfait exemple. Et quand je vous dis que le roi Soleil est plutôt méconnu des Français, c'en est un très bon exemple vu que ce sont beaucoup d'idées reçues qui pour la plupart sont fausses. Et pour cela faisons le tour de certains chapitres concernant ce roi français, mais avant cela, générique. Et nous n'allons pas revenir sur toute la vie et tous les protagonistes qui ont tourné autour du roi, car sinon nous aurons un épisode d'un peu plus de 2 heures. Mais nous allons revenir sur certaines idées reçues ou faits importants qui ont été oubliés concernant ce roi des Français. Tout d'abord, il naît dans un contexte pour le moins compliqué. Après 22 ans d'attente, le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Louis Dieudonné, naît le 5 septembre 1638 au château neuf Saint-Germain-en-Laye. L'enfant est déjà bien seul car son père le regarde à peine. Ses parents ne s'entendent pas, ils en sont même au point de se détester. Il lui fallut l'appui de religieuses, de moines, de confesseurs et de l'ami du roi pour que le roi et la reine fassent leur devoir conjugal. Plus personne n'attendait un enfant royal, et l'annonce fut prise comme un miracle, un don de Dieu, d'où son nom de Louis Dieudonné. Un autre enfant naquit 2 ans plus tard en 1640 de l'union de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Philippe d'Orléans. Alors que Louis n'est âgé que de 4-5 ans, son père décède de la maladie de Crohn, mal inflammatoire chronique du système digestif. Louis Dieudonné devient le roi Louis XIV. Sur son lit de mort, son père avait prévu un conseil de régence avec le cardinal Mazarin, successeur du cardinal Richelieu, ainsi que sa mère, Anne d'Autriche. Le cardinal Mazarin était même le parrain, voire un père de substitution, et était devenu le tuteur du jeune roi. Du temps de Louis XIII, personne n'a contesté sa paternité. Cependant, après sa mort, les complotistes ont été à l'œuvre pour dire que Louis XIV n'était pas le fils de Louis XIII. Effectivement, le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche auraient été amants. Il faut rappeler que pendant quasiment chaque régence, certains nobles du pays ont tenté leur chance pour monter les échelons. Côté politique, toute déstabilisation de son adversaire est bonne à prendre. Cependant, ces rumeurs ne perturbèrent ni Anne d'Autriche, ni le cardinal Mazarin qui assurèrent la régence jusqu'aux 18 ans du roi. En 2012, des analyses ADN tentèrent de confirmer, indirectement, le lien entre Louis XIII et Louis XIV. En effet, une autre affaire a fait couler beaucoup d'encre, l'histoire de la fameuse tête d'Henri IV. Et pour comprendre un petit peu tout ce micmac, faisons un petit peu de généalogie. Bon, je vous préviens, attachez vos ceintures. Henri IV est le père de Louis XIII, donc le potentiel grand-père de Louis XIV. Louis XIV a un fils qui lui-même a un fils, et c'est le fils de ce dernier qui deviendra Louis XV. Oui, Louis XIV a vu son fils et son petit-fils mourir. C'est donc l'arrière-petit-fils qui montera sur le trône. Quant à Louis XVI, c'est le petit-fils de Louis XV. Ainsi, nous avons une lignée directe d'hommes entre Henri IV et Louis XVI, avec pour seule incertitude la filiation entre Louis XIII et Louis XIV. Pour information, les tombes des rois de France ont été profanées durant la Révolution. Les exhumations eurent lieu principalement en 1793. Il est donc compliqué de trouver des reliques royales. C'est justement pendant cette période que la tête d'Henri IV aurait été désolidarisée du corps de ce dernier. Cette tête momifiée réapparaît en 2010. Pour prouver que cette tête appartient bien à Henri IV, des historiens vont comparer son ADN à celui du sang de Louis XVI.
Juste après la décapitation de Louis XVI en 1793, un mouchoir aurait été trempé dans le sang royal. Ce mouchoir a été ensuite mis dans une gourde et conservé jusqu'à nos jours. Grâce à ce sang et l'étude des chromosomes Y qui ne sont transmis que par le père, un lien de paternité a été fait entre la supposée tête d'Henri IV et le sang de Louis XVI. Après étude des traits de la tête et celle des portraits, de la description d'époque, etc., une équipe franco-espagnole valide l'authenticité de cette tête. Ainsi, indirectement, cela prouve également que Louis XIII, fils d'Henri IV, est bel et bien le père de Louis XIV. Mais ce fut avant une autre étude menée par l'historien Louis Delorme qui a effectué des recherches génétiques sur ce fameux sang attribué à Louis XVI. Il l'a comparé aux descendants de Louis XIV et de son frère Philippe d'Orléans. Et tenez-vous bien, aucun lien génétique entre la descendance de Louis XIV et le sang supposé de Louis XVI n'a pu être établi. Bref, ce n'est pas un épisode sur la tête d'Henri IV, mais cette controverse confirme néanmoins une chose. Louis XIV et Philippe d'Orléans sont bel et bien frères car ils ont le même père. Cependant, concernant la paternité de Louis XIII, cela fait toujours débat. Imaginez que l'un des plus grands rois de France aurait été le fils d'une héritière espagnole, Anne d'Autriche, et d'un Italien, le cardinal Mazarin, un roi français qui n'aurait du coup pas de sang français. Bref, n'imaginons pas le pire et avançons un petit peu dans l'histoire de Louis Dieudonné. Selon des sources assez obscures, Louis n'appréciait pas le cardinal Mazarin. Or, toutes les discussions rapportées entre les deux hommes montrent une très grande affection entre ces deux personnages. Par contre, Mazarin, parrain et tuteur et peut-être père génétique de Louis XIV, manqua l'éducation du jeune homme. Constat de ses proches lors de sa jeunesse, puis par le roi lui-même, qui alors âgé de 70 ans, dit clairement lors d'une petite correspondance avec Madame de Maintenon, qu'il est ignorant et que le laxisme de ses maîtres en était la cause. Par contre, Mazarin va encourager le jeune roi à étudier la guerre. Louis XIV, par exemple, savait déjà manier une arme à l'âge de 7 ans, mais fut mal préparé par ses précepteurs à la royauté et manquait cruellement de connaissances et de culture générale. Selon la belle-sœur du roi, la princesse Palatine, celui-ci, ainsi que son frère, Philippe d'Orléans, savaient à peine lire et écrire, sans oublier qu'ils étaient très ignorants. D'ailleurs, pour ne pas répéter la même erreur, Louis XIV s'attacha à ce que son fils et son petit-fils soient bien instruits dès leur jeunesse. En 1661, à la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV décide qu'il est prêt pour ses fonctions. Il va même plus loin en ne nommant pas de nouveau Premier ministre pour succéder au cardinal. Le roi veut tout savoir de ce qui est signé ou fait dans son royaume et ne veut pas déléguer quelconque tâche à un Premier ministre. Louis va réorganiser ce qu'on appelle le Conseil. Bref, il réorganise le pouvoir à sa façon et cela ne changera pas jusqu'à sa mort en 1715. Le but était simple, améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'État tout en éliminant une potentielle concurrence au pouvoir du roi. Cependant, cela n'est pas non plus une révolution comme certains le prétendent, car Louis XIV garde une certaine continuité avec le passé en gardant beaucoup de ministres et hommes importants issus du gouvernement légué par son père. D'ailleurs, Louis servait plutôt d'arbitre entre ses ministres pour les prises de décision. Il ne décidait que rarement seul, mais a pu paraître comme un monarque absolu et autoritaire car les décisions étaient prises en son nom, mais derrière, c'était plutôt ses ministres et lui qui prenaient les décisions. C'est ainsi que débuta réellement le règne du roi Soleil. D'ailleurs, j'aime rappeler en conversation mondaine que Louis XIV a passé plus de temps sur les champs de bataille qu'à Versailles. Ce n'est pas totalement vrai, mais c'est pour rappeler que Louis fait partie des rois de France qui ont été quelque peu belliqueux. D'ailleurs, Louis XIV dira lui-même sur son lit de mort « J'ai trop aimé la guerre ». Soucieux d'assurer la défense du pays, les deux premières guerres voulues par Louis XIV ont servi à étendre les frontières de la France, principalement au nord-est du pays, afin de faire barrage à la famille de Habsbourg, qui pouvait faire des incursions en France via les Pays-Bas espagnols. Il va même faire la guerre aux Provinces-Unies, qui n'avaient aucune frontière commune avec la France. Bref. Puis ce fut un temps de paix, mais Louis n'en reste pas là. Il va annexer des territoires, on va appeler ça des réunions. Il va notamment annexer Strasbourg. Comme ça, sans aucune gêne, aux yeux de tous. Quasiment toute l'Europe va ainsi s'allier et se mobiliser contre les agressions du roi Soleil. Le roi déclenche ainsi involontairement une troisième guerre. Il pense être à l'abri des Habsbourg, grâce notamment aux menaces ottomanes, et une guerre civile semblait assez inéluctable en Angleterre. Il se pensait donc à l'abri, mais ce fut raté. Et passons au dernier conflit qui opposa la France et l'Espagne.
Son successeur, Charles II de Habsbourg, est à l'agonie et donc l'Espagne avec. Il est temps d'en finir avec ce conflit espagnol qui dure depuis bien trop longtemps. C'est pour cela que Louis XIII s'était marié avec une héritière espagnole, Anne d'Autriche, afin d'arrêter le conflit franco-espagnol. Et oui, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Anne d'Autriche que cela insinue qu'elle est autrichienne. Elle était bel et bien espagnole, née en 1601 à Valladolid, en Espagne. Bref, ce mariage était raté car le conflit perdura jusqu'à Louis XIV, qui lui-même va se marier à une espagnole pour tenter une nouvelle fois d'apaiser le conflit franco-espagnol. C'est une nouvelle fois raté. Et vu que sa mère et sa femme sont espagnoles et héritières du trône d'Espagne, Louis va réclamer le trône d'Espagne. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'Espagne en jeu, mais aussi tout son empire colonial. Charles II va ainsi décider de léguer le trône à l'un des petits-fils de Louis XIV. Cependant, à sa mort, tous ne sont pas d'accord et s'ensuit un conflit qui durera 14 longues années. C'est finalement Philippe V, petit-fils de Louis XIV, qui montera sur le trône d'Espagne. C'est d'ailleurs toujours cette partie de la famille des Bourbons qui est sur le trône d'Espagne. Alors même si cette guerre de succession s'est plutôt imposée au roi Soleil, les autres guerres ont été décidées et faites par le roi. Et bien sûr, en bon roi, lui ne faisait pas la guerre à distance. Il se déplaçait sur les champs de bataille et conduisait avec ses généraux les opérations militaires. On dit de lui qu'il est un mauvais stratège, souvent indécis et ne consulte pas assez ses généraux. Il manqua plusieurs fois des opportunités. Ces guerres vont d'ailleurs coûter un prix exorbitant aux Français, que cela soit en termes financiers mais aussi humains. Il est estimé que Louis perdit au combat environ 500 000 hommes, mais il étendit les frontières françaises de manière durable. Bref, tout cela pour dire que le faste de Versailles n'est qu'une vision tronquée du roi. Et oui. Oui, donc en gros c'était un Napoléon avant l'heure, quoi. Plus un de moins, de plus après. Alors j'aurais une première réflexion. Pourquoi faut-il toujours ramener ou comparer des gens à, généralement c'est 3 personnages qui ressortent, c'est Napoléon, César ou encore De Gaulle. Et deuxième réflexion, les 2 personnages n'ont rien de comparable. Époques différentes, caractères différents, contexte géopolitique différent. Alors sans vouloir donner tout le temps raison au clapeur, pour une fois me semble-t-il qu'il est assez proche de la vérité. Parce que bon, Louis XIV a dit « l'État, c'est moi ». Enfin pas moi, vous avez compris. Bref, du coup, ça se rapproche quand même assez de Napoléon, ce genre de phrase. Alors non, car justement, ce n'est pas Louis XIV qui a dit cela. Ce sont les mots les plus connus que l'on attribue, par erreur, à Louis XIV. Quand je vous dis que c'est un roi qui, finalement... Bon, vous avez compris, c'est un exemple de plus. Bref, c'est Pierre-Edmond Le Montet qui attribue ces mots à Louis XIV en 1818. Malheureusement, tous les historiens réfutent les dires de Pierre-Edmond Le Montet. En effet, l'auteur fait de nombreuses erreurs qui contredisent les registres de l'époque. Et puis, comme nous l'avons dit au début, Louis XIV était le décisionnaire final, mais ne dirigeait pas seul. Car en pratique, Louis XIV s'en est très souvent rangé à la majorité. Selon le duc de Saint-Simon, qui est un ami de Philippe d'Orléans et du roi, Louis XIV n'aurait pas écouté ses ministres qu'à 6 reprises seulement, lors de son long règne de 72 ans. Peut-être, mais cela ne l'a pas empêché de ruiner le peuple une nouvelle fois. Comme le peuple le disait à l'époque à la mort du grand roi Soleil, si J le père des impôts, disons-lui des patenôtres, s'il n'est en haut pour son repos, il l'est aussi pour le nôtre. Oh, très joli pamphlet. Ah, ce petit poème de contestation est malheureusement plutôt vrai. Au début de son règne, le roi va s'entourer de Jean-Baptiste Colbert. Cet homme va s'occuper entre autres des finances du pays. Il hérite d'un pays en faillite à cause de la mauvaise gestion de Mazarin et des guerres précédemment effectuées. Il va réformer l'impôt, promouvoir le commerce, l'industrie aussi, et bien d'autres choses. Il va mettre en place un système de taxation des douanes par exemple. Bref, il va chercher l'argent là où il peut y en avoir. Et la France va redevenir progressivement indépendante économiquement, mais seulement brièvement. Car le roi veut partir en guerre et il faut agrandir et améliorer Versailles et d'autres châteaux, bref, de lourdes dépenses en perspective et Colbert a dû augmenter malheureusement les impôts. À la mort de Colbert, cela n'ira pas mieux, et le pays s'endette à nouveau. D'ailleurs, sous le règne de Louis XIV, le pays sera déclaré 4 fois en défaut de paiement. Et vers 1710, Louis XIV va tenter une énième tentative pour trouver de l'argent, il va créer un nouvel impôt, le 10e, qui, on va dire, est l'ancêtre, pour simplifier, de notre impôt à la source. Et donc c'est vrai qu'on peut dire que des impôts, les Français en ont payé.
Bref, nous aurions pu nous attarder un peu plus sur Versailles ou encore sur la vie sentimentale ou médicale du roi, sans oublier les arts et les sciences. Bref, si vous voulez aller plus loin sur Louis XIV, il existe tout un tas de livres ou de reportages assez qualitatifs, car autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire et découvrir autour de ce roi des Français. Cet épisode est juste là pour attiser votre curiosité concernant ce roi, que l'on retrouve partout dans les publicités, les livres, les films, les séries, fictions, etc. Et avec tout cela, nous oublions ce qui s'est réellement passé. Bref, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de commenter, de partager, de cliquer sur la cloche, de vous abonner aussi. Tout est bon pour le référencement. Merci à vous d'être toujours un petit peu plus nombreux à nous suivre. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon, et finissons sur une petite touche de légèreté comme vous en avez l'habitude. Vous avez sûrement remarqué qu'à l'époque du grand et magnifique roi Soleil, les gens mettaient une sorte de poutre blanche un peu sur le visage, un peu partout. C'était justement pour se protéger des coups de soleil du roi. Bref, merci à vous. Fin de tournage.